Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième étape du Tour d'Italie 2022. Une étape qui n'était pas si évidente que ça et ça a été même assez animé en fin de journée entre Vasto et Melfi où il y avait 213 km à parcourir et surtout deux difficultés, le Valico del Laghi di Monticchio et le Valico della Croce qui s'enchaînaient entre 40 km de l'arrivée et à peu près 30 km de l'arrivée. Voilà, sur une dizaine de kilomètres, on avait 8 km de montée. Ça a fait des dégâts, notamment du côté des sprinters. Et puis après, il y avait beaucoup d'humidité sur la route. Une fin de journée qui n'était pas évidente, avec une route où sur les 7-8 derniers kilomètres, on était pas mal en prise. Un dernier kilomètre qui était assez technique. Et ça a donné la victoire de Michael Matthews. On va revenir sur tout ça, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à répondre aux petits sondages dans l'onglet communauté, j'en fais assez régulièrement le soir, voilà, le matin également lors des présentations, le soir également. Je vous pose voilà une petite question sur la journée. Je sais pas encore la question que je vais vous poser pour cette vidéo de 21h, mais je vais trouver, ne vous inquiétez pas. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne F1, cyclisme, Vuelta féminine. Alors je sais pas trop quand ça va arriver, parce que c'est un peu le bordel. La F1 c'est pas encore enregistré, la Vuelta je l'ai enregistrée, mais elle est pas encore montée. Donc là nous sommes lundi et 17h50, donc je sais pas trop comment ça va se passer encore une fois. Quand vous vous abonnez à la chaîne et si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 et vous abonner sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner sur TikTok, sur la chaîne TikTok avec l'arrivée, voilà le débrief rapide de l'arrivée, voilà à peu près une demi-heure après l'étape, après l'arrivée de l'étape. On commence tout de suite avec cette étape numéro 3, une journée qui a été encore une fois assez animée, surtout en fin de journée, où on sent qu'il y avait pas mal de bagarres, notamment une étape qui n'était pas si facile que ça, encore une fois, à contrôler pour les équipes de sprinters, parce qu'il fallait à la fois rouler assez vite sur la première partie de course, et on a roulé quand même à 43-44 de moyenne, pour pas devoir monter trop vite dans les deux difficultés, sauf qu'on a vu que la Jayco voulait que ça monte vite, que Michael Matthews est en très grande condition physique également, on y reviendra là-dessus. Et puis ce qui n'était pas évident également, c'est que les descentes étaient techniques à cause de la pluie, hein. La pluie est arrivée en fin de journée, et en plus on était sur un tarmac qui venait d'être rénové sur une grande partie de ces montées, ce qui fait qu'il y avait de l'huile qui ressortait avec l'eau, hein, parce que quand on refait un tarmac, l'huile a tendance à ressortir sur les premières pluies. Il y a un temps en fait, voilà, environ pendant 5-6 mois où de l'huile va ressortir, hein, du goudron et rend la route très glissante, surtout dans des conditions de pluie. Et ça, c'est ce qui s'est un petit peu passé. Donc je pense que l'étape n'a pas été très calme. Je pense qu'on a été assez tendu dans le peloton pendant toute la journée. Et c'est ce qui va arriver cette année sur le Giro assez régulièrement, parce qu'on a des étapes de transition qui sont absolument pas évidentes à gérer, avec des montées en cours d'étape, ce qui fait que ça rend les étapes un peu plus nerveuses que d'habitude. Il n'y a pas vraiment de jour où ça va être très calme, je pense, sur ce Giro. Et pourtant là, le début d'étape avait été peu animé, avec seulement 2 coureurs qui étaient partis en échappée. La première échappée est allée au bout, enfin était la bonne, mais vraiment, c'était pas évident sur cette étape. Donc étape qui a été bien plus animée que prévu. Je vous avais fait un petit sondage, comme tous les matins. La question était de savoir qui vous voyez comme vainqueur à ce moment-là de la course. J'ai eu 107 votes sur cette vidéo pour savoir qui vous voyez comme vainqueur. Mats Pedersen était à 33%, hein, par rapport à mes favoris bien entendu. Il y a eu 20% de Kort Nielsen, de Matthews, pardon, 11 de Kort Nielsen, 7 de Warren Barguil. Il y a des gens quand même qui ont voté Warren Barguil, qui m'ont dit je me lance sur Warren Barguil. Moi c'était sur un top 10, hein, de Warren Barguil. Et puis un autre coureur, 29%. Je remercie les gens qui votent voilà, sur ce genre de sondage, parce que ça permet voilà, de savoir un petit peu votre avis. Ah, salut la commu, comme dirait le live, ce grand projet magnifique du paysage audiovisuel Twitch Sex, ouais c'est dur à dire, de Twitch, c'est plus facile.
Tout checks. On n'arrivera jamais à dire. Il faudra qu'on trouve un terme à un moment. Après, quand la télé sera morte. Donc cette année, on va passer à la note de cette étape. Moi, j'ai mis 14 sur 20. J'ai trouvé le final très intéressant avec les deux montées. Et le dernier kilomètre que j'ai trouvé aussi très sympa. Voilà, cette bagarre un petit peu de position. Le sprint était aussi atypique puisqu'on n'avait pas tout le monde. C'était un sprint assez particulier. Donc j'ai trouvé l'étape là assez sympa. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 14 sur 20. Même si sur la première partie de course, c'était pas la fête. Mais ensuite, c'était pas mal animé. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus assez calme aujourd'hui. On va commencer par un Français, Thibaut Pinot, un Français au top. Bah oui, parce que en tête du classement de la montagne ce soir, Thibaut Pinot avec 12 points de marqueur. Vous allez me dire, c'est pas grand chose. Demain, il peut être déjà devancé. Thibaut Pinot au niveau de ce classement de la montagne. Mais c'est toujours intéressant de marquer des points sur ces étapes de plat. C'est souvent l'erreur que faisait Thibaut Pinot, Romain Bardet, de pas marquer de points sur les étapes dites, on va dire, faciles. Et là, en plus, ça lui a pas coûté énormément d'énergie à Thibaut Pinot parce que bon, les deux sprints, voilà, il fait 200 mètres de sprint. Le premier un peu plus long avec Buitrago, le deuxième, il a vraiment dû faire 100 mètres, 150 mètres de sprint. Donc voilà, ça lui a pas coûté trop d'énergie et ça peut être vraiment un classement qui peut être intéressant. C'est vrai qu'il a jamais remporté de classement de la montagne sur les grands tours. Et il pourrait se concentrer sur ce classement-là, notamment sur le Tour de France aussi, hein, parce que c'est vraiment un classement qui peut lui correspondre. J'avais même été assez surpris l'année dernière qu'il vise pas ce classement-là, ni Romain Bardet en passant, mais Romain Bardet, il y avait des questions de points pour DSM. Le classement du maillot à pois, ça rapporte pas beaucoup de points UCI, surtout l'année dernière. Mais par contre, Thibaut Pinot aurait vraiment pu le jouer. Après, je pense que les jambes n'étaient pas exceptionnelles sur son dernier Tour de France à Thibaut Pinot. Mais là, les jambes ont l'air d'être bonnes sur ce Giro. On sait que lui est capable de marquer des points, même sur les étapes en haute altitude. Donc ça peut être vraiment un objectif de course hein, pour Thibaut Pinot, d'aller chercher les points du classement de la montagne, parce que le général, bon, ça va être compliqué de faire mieux que top 5. Par contre, eh bien, vous pouvez faire un bon résultat sur ce type de classement annexe, et puis ça pourrait lui permettre de terminer par la grande porte, parce que ça reste un maillot distinctif et ça reste un classement à aller chercher, donc c'est plutôt intéressant les classements distinctifs. Je continue avec un bonnet d'âne aujourd'hui du côté des Bleus. Hein, je ne parle pas de beaucoup plus de coureurs. Eh bien, c'est Warren Barguil. Bon, déjà, Warren Barguil fait un début de course qui est quand même... Alors, on ne s'attendait pas à ce qu'il joue le général. J'étais pas surpris qu'il perde du temps sur le contre-la-montre. Mais aujourd'hui, j'étais un peu plus surpris qu'il se retrouve un petit peu loin parce que je pense à un profil de parcours qui lui convient. Donc est-ce que c'était les jambes qui n'étaient pas bonnes ou est-ce que tout simplement il veut se concentrer sur d'autres objectifs? Mais dans ce cas-là, on ne roule pas du côté de l'Arkea. Je ne comprends pas pourquoi on a décidé de rouler chez Arkea. C'est surtout ça l'interrogation que je me pose. Warren Barguil, le premier jour, il perd quasiment 3 minutes. Il fait, je crois, 10 secondes de mieux que Fortunato au niveau du contre-la-montre. Il a perdu en plus 19 secondes hier. Plus, là, il est mal embarqué dans l'étape. Pourquoi vous allez rouler pour tenter de le ramener dans le groupe de devant? Enfin, je ne crois pas que Warren Barguil joue le général de la course. Donc, j'ai vraiment pas compris cette stratégie de la part d'Arkea parce qu'on a fait rouler très vite Michel Reis. Je ne sais même comment on doit le dire. C'est Reis, je crois, hein, le luxembourgeois. Alors qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce moment-là de la course de le faire rouler aussi fort. Je comprends pas pourquoi voilà, on a eu cette stratégie-là du côté de Arkea, de vouloir faire rouler son équipe une fois que Barguil était lâché, parce qu'en plus il a été lâché à la pédale. J'ai pas eu l'impression qu'il était lâché dans une chute, à cause d'une chute ou d'un ralentissement dû à une chute. Et de toute manière, quand tu perds 3 minutes sur le contre-la-montre inaugural, pour moi tu joues pas le général. Fortunato par exemple, bon là on a bien vu, il voulait chercher les points du classement de la montagne, donc ouais, j'ai du mal à comprendre la stratégie d'Arkea aujourd'hui de rouler alors que il était lâché, il était en plus à 1 minute. Il aurait pu perdre 5 minutes aujourd'hui, ça lui aurait peut-être permis demain de pouvoir partir dans l'échappée, ce qui ne sera pas faisable parce qu'il est encore un peu trop dangereux. Ouais, j'ai du mal à comprendre la stratégie d'Arkea et puis en plus on a un peu cramé Michel Reis qui peut servir pour David Decker.
Donc assez surpris voilà, de cette stratégie de la part d'Arkea. On passe tout de suite aux coureurs au top. Ah, attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on commence avec le vainqueur du jour, Michael Matthews. Sprint en puissance de Michael Matthews. C'est depuis longtemps, j'étais en train de me dire ça après l'arrivée, que sur un vrai sprint sur du faux plat montant, mais là c'était que 5%, et surtout un sprint avec quand même du Pedersen et du Cadengrove, c'est-à-dire avec des vrais sprinteurs, depuis longtemps qu'il n'en avait pas gagné un Matthews. Parce que moi, le dernier sprint dont j'ai souvenir, c'est le Tour de Catalogne, mais c'est face à Colbrelli et c'est en pente, une grosse pente. Et Colbrelli, c'était pas un... Enfin, c'était un bon sprinter, mais c'était pas un pur sprinter, c'était sprinter puncher, un peu comme Van Der Poel, Colbrelli. Et ce jour-là, il n'y avait pas de grosse opposition parce que c'est Quentin Paché qui fait 3 pour ceux qui se souviennent. Donc c'est la première fois depuis très longtemps, il faut regarder, tiens, je vais regarder dans ses victoires, qui remporte vraiment un sprint de costaud, mais un vrai sprint. Là aujourd'hui, c'était un vrai sprint du côté de Michael Matthews et pas un sprint où il y avait des numéros 2, quoi. Hein. Parce que la Bretagne classique, c'est pas un sprint en costaud non plus. Le Tour de France, c'est l'étape de Mende. Tour de Catalogne 2019. Si je regarde, là très clairement, j'ai pas le souvenir. Oui, bah ça doit remonter à ce sprint-là parce qu'il avait battu Phil Boaos, Daryl Impey, Patrick Bevin et Aristi sur une étape qui arrivait, plutôt sur du plat. Donc ouais, ça remonte à quasiment 4 ans. 30 mars 2019. La dernière fois qu'il avait remporté un vrai sprint de costaud, on va dire. Donc vraiment, oui, ça datait un petit peu quand même hein, pour Matthews. Là, il remporte un beau sprint. Alors, limite quand même le décalage sur la fin. Mais bon, vu que l'UCI a tendance à pas trop sanctionner ce genre de choses... voilà, parce que hier, Cadengrove, il repart sans sanction. Moi, je l'aurais pas déclassé, Cadengrove, mais je lui aurais mis des points de sanction au niveau du classement du maillot cyclamen. Parce que pour moi, c'est ça qui aurait été logique. Et il n'a pas eu de points en moins au classement cyclamen. Hein, il est toujours deuxième de ce classement. Mais je trouve que juste devant Michael Matthews en plaçant, vous pouvez retrouver le top 10 de ce classement dans la description de la vidéo. Mais du côté de Michael Matthews, ouais, j'ai été impressionné par son sprint, par la puissance qu'il a réussi à dégager. Alors certes, Pedersen s'est planté sur son sprint, mais c'est depuis très longtemps vraiment qu'il n'avait pas fait un sprint comme ça de costaud, ou vraiment un sprint tout en puissance. Il déborde quand même vraiment facilement Pedersen. Je pense que l'année 2022, son résultat notamment au championnat du monde où il fait 3 derrière Laporte, il a eu des bons résultats en fin de saison dernière, ça lui a fait beaucoup de bien, ça lui a redonné beaucoup de confiance sur les sprints. Et là en plus, on peut saluer aussi le travail qu'a fait Filippo Zana. Hein. Sacré boulot quand même hein, dans les montées de Zana. Je trouve que c'est vraiment une belle recrue pour Jayco. Enfin voilà, quand il est arrivé chez Jayco, on n'était pas forcément, on se disait pas tout de suite, tiens, ça va être un super concurrent. Et puis il a fait vraiment, là il fait vraiment du bon boulot. Sur le Tour de Romandie, déjà il avait été assez impressionnant pour Eddie Dunbar. Là il a fait également du très très bon travail. Et puis après Matthews, il a très très bien conclu. Voilà, en gérant extrêmement bien la pression. Je rappelle, première saison de Michael Matthews, c'est 2009. Il a un contrat jusqu'en 2025. Il a quand même 32 ans, Michael Matthews. Il est là depuis très très longtemps dans le milieu du cyclisme. Il était passé notamment par la Rabobank en 2011 et 2012. Et puis après, Orica Green Edge, Sunweb aussi pendant quelques temps. Puis Bike Exchange, Jayco Alula. Mais là, il a fait vraiment un très très bon sprint. Et c'est vrai que l'année dernière, il avait retrouvé de la confiance pendant le Tour de France. Ça lui avait fait beaucoup de bien. Parce que c'était un coureur qui avait quand même un petit peu de mal, notamment la Sunweb. 2020 avait été compliqué, 2021 avait été compliqué chez Bike Exchange, et 2022 lui a vraiment redonné pas mal de confiance. Qu'il a plus autant de pression sur les épaules qu'auparavant, c'est-à-dire que maintenant vous avez Groenewegen. C'est vrai qu'il se partage un peu les tâches avec Groenewegen. Avant, Cadengrove était encore un peu trop léger
à l'époque où il était chez Bike Exchange. Et là, c'est vrai que le fait qu'il y a Ronno Vegan et qu'il y a lui, il a moins de pression sur les épaules, sur les sprints massifs, et je pense que ça doit lui faire pas mal de bien. Et puis là, bon, Zana a fait un super boulot pour éliminer les gros sprinters. On continue avec Caden Groves qui pourra dire merci à Oldani. Oldani, il a vraiment bien fait foirer le sprint de Caden Groves. Je pense que Caden Groves, il pouvait finir deuxième aujourd'hui. Mais pour moi, pourquoi je mets Caden Groves au top? Parce que pour moi, c'est un coureur qui a beaucoup progressé dans ces étapes-là. Caden Groves, pendant très longtemps, c'était un sprinter qui était performant que sur le plat. C'était pas un sprinter qui était très performant sur les étapes difficiles, sur les étapes vallonnées. Et c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup progressé là-dedans. À l'intersaison, je pense qu'il a énormément travaillé parce que depuis le début de saison, il a fait vraiment des très très bons résultats sur ce type d'étape. Je pense notamment au Tour de Catalogne où il avait été impressionnant. Notamment sur sa deuxième victoire où il crève à 4 bandes de l'arrivée, il revient dans le peloton, enfin voilà, il fait un super effort. Volta Limbourg Classique, pareil, il fait un sacré numéro ce jour-là. Et je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé dans ce type d'étape un peu vallonné, avec un peu de difficulté. Avant, c'était vraiment un coureur qui était performant sur le plat. Vraiment que sur le plat, et là il a beaucoup progressé, mais en même temps on avait vu ça quand on avait parlé de lui, je crois, sur la Volta Limbourg Classique, que dans ces années chez SEG notamment, Racing Academy, c'était un coureur qui avait eu cette particularité là de remporter pas mal de sprints en boss. À l'époque, c'était quelque chose en fait qu'il avait perdu chez Mitchelton Scott. Voilà, sur le Tour de l'Avenir notamment, je crois que c'était l'étape de Privas où il fait 2. C'était un sprint en boss ce jour-là. Il avait vraiment ces qualités-là qu'il n'avait pas réussi à conserver chez les professionnels. Il avait remporté 2 étapes de la triptyque des Monts et Châteaux aussi, où il avait été très intéressant sur cette course-là. Circuit des Ardennes internationales aussi, où il avait fait 3 top 5 et 2 victoires en 2019, et c'est un coureur qui avait vraiment eu beaucoup de mal sur ses premières années, je pense, chez Mitchelton Scott. Il avait eu beaucoup de mal à s'acclimater à l'équipe, et c'est vrai que là il a rejoint Alpecin, ça lui a fait le plus grand bien, et là il enchaîne vraiment les très très bons résultats, et là c'est une belle 3e place. Hier il fait déjà 3 à San Salvo. En plus là je pense qu'aujourd'hui il avait envie de montrer à tous les détracteurs d'hier, notamment Remco Evenepoel, qu'il pouvait gagner un sprint sans être dangereux. C'est vrai qu'hier, il fait une erreur. Certains demandaient la disqualification. Si on le disqualifie pour ça, Caden Groves, on doit disqualifier énormément de coureurs du peloton. Voilà. Ça me semble pas réalisable. Il faut juste que on mette des sanctions peut-être. Des sanctions au niveau de points, au niveau pécuniaire, peut-être des sanctions pour que ce type de comportement-là s'arrête. Mais on ne peut pas pénaliser. C'est très compliqué de pénaliser. Puis surtout que là, c'est un peu pas vu, pas pris. C'est-à-dire que lui, on l'a vu, mais parce qu'on a zoomé sur l'avant du peloton, il y a peut-être la même chose en 25e position, en 30e position, et on ne va pas le voir. Donc c'est toujours un petit peu compliqué ce genre d'action. Mais très bon sprint de Caden Groves aujourd'hui. Surtout quand tu vois comment Oldani l'a bien gêné. Bon, Albanese qui fait encore top 5, c'est le syndrome Albanese, c'est-à-dire que c'est un coureur qui n'a que 2 victoires chez les professionnels. On va en parler demain en plus de Vincenzo Albanese, qui est né à Oliveto Sitla, qui n'a que 2 victoires chez les professionnels, le Tour du Limousin, une étape, et le Trofeo Matteotti, et c'était avant qu'il soit professionnel, le Trofeo Matteotti. C'est quand même fou parce que c'est un coureur qui notamment avait remporté une étape du Tour de l'Avenir, qui a eu quand même des bons résultats dans sa carrière, Albanese, mais chez les pros, il n'arrive pas à conclure. C'est fou. Et là, ça se déroule dans l'avant-sprint, c'est-à-dire qu'il prend pas la bonne roue, je pense. Ensuite, il se fait enfermer, il se fait gêner aussi par Oldani. Mais de toute manière, quand il est gêné par Oldani, il est déjà en retard, il peut déjà plus gagner l'étape. C'est dommage je pense que c'est vraiment sur des... Il n'a pas le feeling, il sent pas les choses foncièrement Albanese, il n'arrive pas à anticiper les choses. Et je pense que ça lui coûte énormément en termes de résultats, parce qu'on voit qu'il a énormément de places d'honneur quand vous regardez son palmarès, même sur le Tour de Sicile, il a
trois fois sur le podium. Il a beaucoup de podiums dans sa carrière, il manque des victoires. C'est dommage du côté d'Albazenese, mais c'est un coureur qui est en forme, c'est un coureur qui est frais. Je rappelle seulement 11 jours de course, il a repris seulement en avril au Tour de Sicile. Et pour le moment, il a quand même 5, si on compte le général du Tour de Sicile, 5 plus 2, 7, 8 top 10. 8 top 5 même, on peut dire comme ça. 8 top 5 en 11 jours de course. Solide quand même le début de saison d'Albanese. Pour un mec qui a repris aussi tardivement, c'est vraiment bien. Et puis je termine avec les deux coureurs de la Koratepsk, Konichev et Stojnic. Courageux d'avoir pris l'échappée, courageux d'avoir fait ce trophée Baraki à quand même 43 de moyenne pendant 180, 170, 180 km de course, parce que c'était vraiment pas évident. Ils n'ont pas été aidés aujourd'hui par une autre équipe, c'est dommage. Je pense notamment à la Bardiani. Il y avait pas forcément de coureurs qui pouvaient faire de grands résultats du côté de la Bardiani ou du côté d'AG2R. On aurait peut-être pu tenter de prendre l'échappée. Bon, ils ont été seuls. Mais moi, je trouve que ils ont respecté la course. C'est une équipe invitée, c'est une équipe qui a besoin de montrer le maillot. C'est pas forcément l'équipe qui a le plus gros potentiel qui a le plus gros effectif au départ, qui a le plus gros potentiel dans son effectif pour faire des résultats. Donc ils se sont bien montrés. Dommage qu'ils se soient retrouvés K2, mais peut-être que dans beaucoup d'équipes on se concentre demain. Mais bon, demain à l'échappée, c'est pas sûr qu'elle aille au bout. Et puis si vous êtes dans une échappée de 25, je le dis toujours, là aujourd'hui vous pouviez être dans une échappée de 3 ou 4, même si elle va pas au bout, au moins on vous voit. On voit votre maillot et on vous voit en tant que coureur. Si demain vous êtes dans une échappée de 25 et que vous êtes lâché parmi les premiers de l'échappée de 25, c'est pas très intéressant au niveau marketing. Donc faut aussi penser de ce côté-là. Et c'est pas très intéressant aussi pour votre carrière, parce qu'on se souviendra pas de vous que vous ayez pris l'échappée. On continue avec les bonnets d'âne. On finit avec les bonnets d'âne. Deux bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Magnus Cort Nielsen, le premier bonnet d'âne. Assez surpris qu'il soit lâché aujourd'hui, Cort Nielsen. De toute façon, vous êtes surpris aussi, parce qu'il y avait 11%, je crois. Je reprends mon sondage. 11% des gens qui pensaient que Magnus Cort Nielsen pouvait gagner l'étape. Et c'est vrai que ça faisait partie des coureurs qui avaient le potentiel, arrivé en bosse. Et puis il a été lâché assez vite, en fait, Cort Nielsen. Alors il y a Cavendish qui est lâché en premier, notamment, mais il n'est pas lâché beaucoup plus tard que Cavendish. Il se retrouve dans le groupe Warren Barguil. Après, une fois qu'il était dans le groupe Warren Barguil, c'était fini. Mais je suis assez surpris, du côté de Cort Nielsen. Je me serais attendu à ce qu'il reste plus longtemps. Surpris aussi par Bettiol, mais bon, Bettiol, c'est très irrégulier au niveau des résultats depuis quasiment toujours. Et surtout, ça fait depuis quelques temps qu'il n'y a pas de grands résultats pour Alberto Bettiol. Parce que là aujourd'hui il finit à 97e, Bettiol. Bettiol, depuis le début de saison, il y a le Donander, c'est vrai, il avait gagné le prologue, il avait fait deuxième à Villunga Township. Ensuite il a complètement disparu, mais c'est quand même un mec de début de saison, Bettiol, parce qu'il a souvent eu des résultats en début de saison pour pas faire grand chose ensuite derrière. Mais il y a des moments où il peut être super. Je pense à l'étoile de Bessèges. Même le Tour de France l'année dernière, il y a quelques résultats. Le Tour d'Allemagne, il fait 11e du général l'année dernière. Au Grand Premio Piemonte, il fait 5. Et puis, il y a des moments où il disparaît complètement et on a du mal à comprendre. Vraiment, la carrière d'Alberto Bettiol, elle est assez surprenante depuis quelques années. Il y a des résultats dans sa carrière, mais une irrégularité assez étonnante pour Alberto Bettiol. Et c'est vrai que son début de saison 2023, à part le Donander, sinon après derrière, ça a été plus compliqué pour lui, avec seulement 17 jours de course. Il n'a pas couru depuis à travers la Flandre, il n'avait pas pris le départ le 29 mars, donc je pense malade. Donc c'est vrai qu'il a eu une grosse période de coupure. C'est dommage, Bettiol aussi, parce que là aujourd'hui c'était une étape qui pouvait lui convenir, il pouvait faire un bon résultat. Et puis avec Mathieu, ça nous aurait donné deux coureurs qui aiment bien changer de voie
parce que Bettiol, c'est un coureur qui a du mal à garder sa ligne. Et puis Pedersen, Mats Pedersen, c'est frustrant parce qu'aujourd'hui il avait la gagne dans les jambes. Vraiment, c'est pas physiquement qu'il a raté aujourd'hui, et pourtant ça aurait pu être physiquement parce que il craque dans les montées, il est obligé d'être récupéré par ses équipiers, et en plus il craque dans la deuxième montée. Il s'était mis un petit peu dans le rouge dans la deuxième montée, et il y avait notamment un petit passage à 10%, je pense qu'il a souffert à ce moment-là, et puis l'enchaînement, hein, le nombre de kilomètres en bosse, mais il a réussi à rentrer. En plus on savait qu'aujourd'hui la pluie c'est des conditions qu'il adore, c'est un peu comme ça qu'il est devenu champion du monde, et dans le final il était vraiment super bien emmené, il était positionné parfaitement. Sorti du virage, à 300 mètres, là il attend. Il attend pendant 1 seconde, 2 secondes, et puis à ce moment-là, Matthews déclenche son sprint, il l'enferme complètement, et c'est fini pour Pedersen, parce qu'en plus Matthews était très fort. Et c'est dommage pour Pedersen, parce que s'il lance en premier, Matthews il revient pas, même s'il est très fort, parce que le temps de revenir sur le pédalier de Pedersen, il aurait complètement craqué. Donc c'est dommage du côté de Pedersen, parce que cette hésitation lui coûte très cher, alors c'était vraiment une étape idéale pour lui. Les circonstances de course étaient presque idéales pour lui. L'équipe avait fait beaucoup de boulot en plus. Je pense à Gebrselassie du côté de cette formation, qui avait fait vraiment du bon boulot du côté de la Trek. C'est dommage de ne pas réussir à tenir les courroux. En plus, Keynes avait fait également du bon boulot, Mollema aussi, pour l'aider. Et bon, là tu rates ton sprint parce que tu attends un peu trop longtemps. Et ça arrive assez souvent quand des coureurs sont presque trop bien entourés, sont presque trop bien lancés, qu'ils attendent trop longtemps et qu'ils se fassent enfermer. C'est déjà arrivé à d'autres coureurs, et ça c'est vraiment dommageable. Quand tu es dans ce type de sprint, faut savoir saisir sa chance et il faut lancer au bon moment. Là il s'est fait enfermer, bon dommage pour lui. C'est dommage aussi parce qu'au classement du maillot de Cyclamen, il a 26 points. Alors il remonte quand même au classement, mais il a quand même toujours plus de 25 points, 27 points de retard. Attends, je raconte pas de conneries. Non, 27 points de retard sur Jonathan Milan. Donc il y a encore un peu de retard pour Mats Pedersen, alors qu'une victoire lui aurait permis de remonter un petit peu plus au classement. C'est vrai qu'il y a toujours un écart entre lui et notamment un Matthews ou un Caden Groves. Il y a toujours un petit peu d'écart en termes de points. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, présentation 7h de l'étape numéro 4. On reparlera encore d'Albanese. Petit teasing. On parlera également de Pozzo Vivo. Demain, également, 21h, le débrief de l'étape numéro 4. Le débrief sur TikTok, ça sera un peu plus tard. La Vuelta féminine en trop de temps. Il va y avoir également le débrief du Grand Prix de Miami de Formula. Donc, pas mal de choses sur la chaîne dans les jours à venir, dans les 24 heures à venir. Allez, ciao sur l'Amérique Production, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine.